Bonjour à tous, bienvenue dans Parlons Placement, votre émission consacrée au placement, comme son nom l'indique, une émission complètement interactive. Vous pouvez nous interroger pendant cette demi-heure de direct où nous nous retrouvons chaque mois pour parler en effet investissement, épargne, placement. On a mis un petit peu de temps à démarrer parce qu'on est dans une première technique. On est diffusé en multiplex à la fois sur YouTube, le site de DecideurTV.com, de DecideurTV.com, oui. Et puis également sur la page Facebook de Bien Prévoir, Trader TV et sur le site de Bien Prévoir, normalement. Donc vous pouvez nous suivre sur tous ces endroits, n'hésitez pas à participer. Aujourd'hui, on va parler de la remontée des taux. A-t-elle en effet déjà commencé, sans nous le dire même? Les bons plans placement avec Vincent Kutkovitz en deuxième partie. On s'intéressera à la loi Sapin 2. Pourquoi fait-elle si peur et faut-il en avoir réellement peur? Vincent essaiera de nous montrer qu'il y a peut-être des raisons de ne pas trop s'inquiéter. Et puis, dernier épisode, dernière séquence de ce Parlons Placement, le retour en grâce des banques. Un point de vue à contre-courant. Il y a peu de gens pour défendre les banques actuellement, les valeurs bancaires. Et David Benamou d'Axiom AI nous présentera sa vision et pourquoi en effet il y croit. C'est un spécialiste du secteur. On aura son point de vue en troisième séquence. Tout de suite, on commence par la partie consacrée au marché financier avec Jonathan Lévy. Bonjour Jonathan. Bonjour Thomas. Alors, cette remontée des taux aurait-elle commencé sans crier gare? C'est ce que redoute beaucoup de monde actuellement, un petit peu partout à travers la planète. Et vous nous dites peut-être. Peut-être, effectivement. Alors, je vous propose de regarder le graphe que je vous ai amené. Vous avez apporté un graphe. On va regarder ça ensemble. Qui représente en fait le taux des obligations OAT 10 ans. Donc, c'est les obligations amissionnelles du Trésor, c'est-à-dire les emprunts de l'État français à 10 ans, qui montrent que depuis une bonne année, les taux ont beaucoup baissé. Et puis, si on prolongeait le graphe au-delà, bien avant, il y a 12 mois, les taux n'ont fait que baisser ces dernières années. Ces dernières décennies, en fait, on est sur une vraie tendance de baisse des taux. Et on était arrivé, en fait, sur un taux de 0,2 là, hier. Fin septembre, on avait touché le plancher. Le taux à 10 ans était juste en dessous de 0. Il était tombé en territoire négatif. Et qu'est-ce qu'on voit là tout en bas du graphique? Une petite remontée. Et voilà, donc depuis ce point bas, il y a une petite remontée. Donc la question se pose, est-ce que c'est durable ou pas? Est-ce qu'il y a un vrai renversement de tendance? Qu'est-ce qui a changé alors? Qu'est-ce qui explique ce petit rebond? Alors, je pense qu'il y a effectivement un renversement de tendance. Ce qui explique ce rebond, c'est qu'il y a un changement de ton chez les banquiers centraux. D'abord la BCE. La BCE, en fait, depuis longtemps est préoccupée par la rentabilité des banques. On demande beaucoup aux banques, c'est la quadrature du cercle. On leur demande de prêter plus à l'économie, c'est normal, c'est grâce à ça qu'il peut y avoir de la croissance. On leur demande aussi d'avoir plus de fonds propres, plus de capital. Et puis, en même temps, la politique de la BCE a eu un impact négatif sur la rentabilité. Donc, moins de rentabilité. On arrive un peu au bout de cette logique, finalement, ça marche pas. De la planche à billets. Moins de rentabilité, plus de fonds propres et prêter plus, c'est pas possible. On n'y arrive pas, l'équation est insoluble. Donc, la BCE veut sortir de ça. Elle veut, en fait, maintenir les taux courts à un niveau très bas, donc soit moins 0,40. Mais surtout, elle veut faire remonter les taux longs pour que ce soit favorable pour les banques, pour inciter les banques à prêter un petit peu plus, sans qu'ils remontent à un niveau trop élevé, sinon ça découragerait les emprunteurs, ceux qui veulent faire des investissements. Mais malgré tout, il faut qu'ils remontent à un niveau suffisamment élevé pour que les banques gagnent de l'argent, pour qu'elles puissent avoir un réel intérêt à prêter à l'économie. Donc ça, c'est la BCE. Ça, c'est la BCE. Il y a aussi, on parle souvent du mix politique monétaire, politique budgétaire. Et de plus en plus, en fait, on se rend compte, il y a un consensus là-dessus partout, et qui dépasse l'Europe. Aux États-Unis, au Japon, c'est le cas. La politique budgétaire, en fait, doit prendre le relais de la politique monétaire. On a demandé beaucoup, en fait, aux banquiers centraux. On est arrivé au bout, vous l'avez dit. Maintenant, il faut passer à autre chose. On a le sentiment que ça pourrait arriver. On a le plan Juncker, 500 milliards. On a Clinton et Trump qui promettent la même chose. Tout à fait. On parle de 250 milliards pour Clinton. Trump, c'est un peu plus que Clinton. On revient, Keynes se réveille, sort de... Voilà, alors il l'habille un peu autrement, mais en gros, c'est Keynes qui revient. On parle de réveiller plutôt les investissements plutôt que les dépenses.
mais ça revient effectivement à relâcher en fait la bride budgétaire. Donc ça, c'est pour le budget. Et puis, il y a le pétrole quand même en toile de fond qui se rappelle à nos bons souvenirs également. On a l'impression qu'on vient un peu en arrière aussi. Ouais, la boucle est bouclée en fait avec le pétrole parce que le pétrole a un impact sur l'inflation. La hausse du pétrole qu'on a observée depuis 6 mois va avoir un impact sur l'inflation. L'inflation est très basse aujourd'hui, mais elle va revenir mécaniquement grâce à la hausse du pétrole sur un niveau au-dessus de 1%, peut-être 1,2, 1,3 dans les prochains mois, très vite, début d'année 2017. Or, il ne faut pas oublier que l'objectif numéro 1, l'objectif officiel de la Banque centrale, c'est de faire repartir l'inflation. On n'est plus en risque de déflation comme on l'était il y a un an et demi quand elle a lancé son quantitative easing. On sait que l'inflation repart. Donc elle peut, elle aussi, là aussi de ce côté-là, elle a plus de marge de manœuvre pour relâcher un petit peu la pression. Et puis la concurrence entre zones monétaires aussi, c'est toujours un écueil, ça. Bien sûr, ça c'est très important. Elle ne l'affiche pas, c'est officieux. Personne, aucune banque centrale ne vous le dira. Mais elle regarde de près le niveau de leur devise. L'euro face au dollar, le yen face à l'euro, face au dollar. Et elles essayent de travailler de concert, en fait, d'aller dans le même sens. Elles se disent, finalement, c'est contre-productif de jouer solo. Ouais, en tout cas, perso, en ce moment, il y a un intérêt commun en fait, pour des raisons diverses. La Fed, elle veut revenir sur une politique plus normale. Il y a eu le président normal, maintenant c'est la politique monétaire normale de la Fed. Si ça marche aussi bien. On peut l'espérer. En revanche, il y a le Japon qui le fait pour d'autres raisons, qui le fait pour les mêmes raisons que la BCE. Ils se rendent compte que c'est défavorable pour les banques, leur politique. Donc ils vont faire ce que la BCE prévoit de faire dans les prochains mois. Donc toutes les zones vont dans le même sens, ce qui fait qu'il n'y aura pas de guerre des monnaies. Et ça, c'est favorable, effectivement. On regarde à nouveau votre graphique. Donc on voit en effet pourquoi tous ces éléments militent en faveur, enfin sont des facteurs d'explication de ce rebond. Vous l'avez indiqué avec la flèche. Et selon vous, un rebond durable qui pourrait se prolonger jusqu'où ? Alors, je pense que, en fait, les taux vont suivre un petit peu le niveau de l'inflation. Sans rentrer dans le détail technique, l'inflation devrait repartir, atteindre à peu près 1,3, 1,5 vers la fin 2017, donc fin de l'année prochaine. Les taux vont suivre le niveau de l'inflation. Donc, on aura des taux à 10 ans, probablement de ce niveau-là, entre 1 et 1,5 fin 2017. Bon, alors ce qui nous intéresse dans Parlons Placement, c'est les conséquences sur les différents actifs. Bien sûr. Quelles vont être ces conséquences ? Alors, si on les prend une par une, sur le marché des actions, une hausse des taux n'est jamais très favorable pour les actions. Donc globalement, ça va être un peu compliqué à court terme, mais à moyen terme, ça apportera quand même des bénéfices aux entreprises. Donc ça sera favorable à moyen terme, après une phase de correction. C'est aussi le signe que l'économie va peut-être un peu mieux. Tout à fait. Par contre, il y a des secteurs qui en profiteront quand même de cette hausse des taux. C'est le secteur bancaire. Elles ont pâti de la baisse des taux. La BCE fait remonter le taux long pour les banques. C'est normal qu'elles en profitent en bourse, que les valeurs bancaires remontent dans les prochains mois. Donc, on en reparlera de ce sujet des valeurs bancaires qui intéresse en particulier notre invité de la troisième séquence. Autre classe d'actifs qui nous tient à cœur dans Parlons Placement, l'immobilier. Oui, et notamment l'immobilier d'entreprise. On a beaucoup parlé de SCPI qui représente un réel intérêt. Si les taux remontent, est-ce que ça aura un impact sur l'immobilier d'entreprise et sur les SCPI que l'on détient ? On pense qu'il y aura peu d'impact si la remontée des taux est limitée. Je parlais des taux à 10 ans à 1, 1,5. Les SCPI, en fait, ont beaucoup profité de la baisse des taux parce que c'était une façon de se prémunir contre la baisse des taux, d'avoir des rendements entre 4 et 5%. L'écart entre le taux des SCPI et le taux de l'OAT à 10 ans est très élevé. Mais cet écart va se réduire un petit peu. Donc l'intérêt des SCPI va se réduire, mais il sera toujours positif. Ça reste en leur faveur. Ça reste en leur faveur. Et puis on termine avec les fonds en euros, justement, dont va nous parler Vincent. Alors les fonds euros, eux aussi, ils sont très impactés par la baisse des taux qui s'est produite ces dernières années, ces derniers mois. On annonce, nous, chez bienprévoir.fr, depuis très longtemps que les taux des fonds euros continueraient à baisser ces dernières années. Malgré donc cette anticipation d'une remontée des taux d'intérêt. Et voilà, alors ça va peut-être ralentir un peu la baisse, mais aujourd'hui il faut savoir que les taux des fonds en euros qu'on a eu en 2015 sont encore déconnectés des taux de marché. Donc ils vont se rapprocher des taux de marché, ils vont converger. La hausse des taux qu'on va observer probablement, comme je le pense, d'ici la fin 2017, va aider, mais n'empêche que les taux des fonds euros continueront à baisser, donc c'est pour ça qu'on préconise d'en sortir quoi qu'il arrive.
Merci Jonathan pour toutes ces explications. Donc on va suivre ces évolutions des taux d'intérêt. On sait que c'est vraiment un thermomètre très important, ça prend la température de l'économie et il faudra garder un œil sur ces évolutions. On parle d'une hausse des taux américains court terme, même d'ici la fin de l'année aussi. Oui, là c'est le court terme effectivement. Les taux à long terme ont déjà anticipé cette hausse des taux. Merci Jonathan, on se retrouve très bientôt. On va accueillir Vincent Kutkowitz. Parlons placement en direct live sur la page Facebook de bienprévoir.fr, sur la chaîne YouTube de Décideur TV, la page Facebook donc la page de Décideur TV, YouTube, Trader TV également et le site bienprévoir.fr. 4 diffusions, c'est une première, pas mondiale, mais pour nous en tout cas. Très bien. Bonjour Vincent. Bonjour Thomas. On va parler ensemble de la loi Sapin 2. Oui. On a commencé à aborder le sujet la dernière fois avec cet amendement passé au cœur de l'été, 13 juillet. Beaucoup d'inquiétudes autour de cette loi et vous allez nous dire un peu votre sentiment parce que vous avez eu le temps d'affiner un peu votre analyse. Mais déjà, on peut peut-être rappeler le contexte. Pourquoi cette inquiétude ? Alors, c'est vrai que les épargnants, nos clients, nous appellent et sont inquiets. Il y a une forme de dirigisme nouvelle génération qui intervient aujourd'hui dans le domaine de la gestion de l'épargne au niveau du gouvernement et des régulateurs. Donc l'inquiétude vient du fait que on annonce en fait, le gouvernement veut prémunir l'épargnant en fait contre une remontée brutale des taux d'intérêt. Donc en théorie, c'est présenté comme une protection, des mesures de protection de l'épargne. C'est effectivement une mesure de protection. La question est de savoir si c'est pas devenu d'une certaine manière une prophétie auto-réalisatrice parce que en voulant protéger l'épargnant, on est en train de lui donner les raisons pour finalement s'inquiéter et faire ce que le gouvernement voudrait éviter, c'est des sorties brutales des contrats d'assurance vie. Est-ce qu'il y a un gros danger ? Est-ce qu'on a raison de s'inquiéter ? Alors, on l'a vu dans la partie précédente avec Jonathan Lévy. Aujourd'hui, on sent qu'il y a une remontée des taux d'intérêt, mais là, la question, c'est plutôt de se protéger contre une remontée brutale des taux d'intérêt. Scénario auquel on ne croit pas. Une remontée brutale, ça voudrait dire qu'on passerait brutalement de taux à 0, voire 1%, vers des taux autour de 5%. C'est absolument pas le scénario auquel on croit. Donc, si tant est que ça arrive, si demain ça arrivait, de toute façon, sans loi Sapin, on pourra revenir un peu sur ce que prévoit la loi Sapin. On a prévu quelques slides qui l'expliquent. Même si la loi Sapin n'avait pas été promulguée, ou elle n'est pas encore, mais que ces dispositions n'aient pas été prises, de toute façon, si on a un crack obligataire, c'est-à-dire une remontée des taux brutale, qu'est-ce que ça veut dire ? C'est-à-dire que les épargnants vont faire un arbitrage, ils sont rationnels, on peut considérer qu'ils sont rationnels, donc ils vont faire un arbitrage. Là où il y a plus de rendement. Voilà, ils vont se dire, j'ai un fonds en euros aujourd'hui qui a rapporté 1,5%, j'ai l'occasion de sortir maintenant, puisqu'un contrat d'assurance vie c'est liquide, l'argent est disponible à tout moment, mais pour aller sur un placement équivalent qui me rapporte 3, 4 ou 5%. Et c'est là où créerait le problème. Voilà. Là, le risque, c'est qu'il y ait une sortie brutale de l'ensemble des épargnants et là ça peut déstabiliser effectivement les assureurs. Alors on va voir ce que prévoit la loi Sapin en cas justement de remontée brutale ou d'envie de sortie rapide. Vous avez apporté en effet ce petit résumé. Oui, qui explique en fait que la première mesure vise à empêcher et suspendre, voire limiter temporairement. Alors on parle de 3 mois renouvelables une fois. C'est un peu comme l'état d'urgence. Voilà, c'est l'état d'urgence financier, c'est exactement ça. Donc, empêcher les retraits sur les contrats d'assurance vie et notamment sur les fonds en euros. Donc, faire ça, c'est contraire complètement en fait à la philosophie du fonds en euros. Les investisseurs épargnent très souvent 80% de l'épargne en assurance vie est logée sur les fonds en euros. Ce qu'attendent essentiellement, le bénéfice que cherchent les épargnants, c'est de pouvoir se dire à tout moment, si j'ai besoin de mes fonds, je peux les récupérer. C'est le principe de l'épargne. Exactement, en tout cas sur ce type de produit. Et donc ça, c'est une situation qui pourrait être limitée temporairement, alors extrêmement encadrée. Lorsqu'on regarde les facteurs auxquels il faudrait arriver pour que cet encadrement, cette limitation soit effective, sans compter le passage devant le Conseil d'État, etc., c'est ultra encadré. Donc de toute façon, il est probable que cette mesure-là ne soit pas validée simplement sur décision du ministre des Finances. Ça ne va pas être aussi simple que de faire changer et évoluer les taux du livret A.
Probablement pas. En tout cas, on peut espérer qu'il fasse évoluer le taux du livret A avant. Il faut rappeler ça quand même. C'est qu'on a vraiment cette culture de tout diriger dans l'économie française, ce dirigisme étatique. Et on le voit dans un sens inverse avec le livret A, qui devrait baisser plus que le livret. Exactement. Ce qu'on attend en fait de la part du gouvernement qu'il fait aujourd'hui sur l'assurance vie, il ne le fait pas sur le livret A. Il ne s'applique pas à lui-même la philosophie qu'il devrait appliquer au livret A. Privé, baissez vos taux, mais lui-même ne le fait pas sur le livret A. Donc on voit bien, et ça nous amène peut-être à la disposition 2. Il y a une petite erreur, c'est indiqué encore disposition 1, mais il s'agit d'en fait... C'est pas le même texte. C'est pas le même texte, donc il s'agit en fait de donner la possibilité aux régulateurs d'influer et de décider d'une certaine manière du rendement des fonds en euros. Donc ça, la loi l'exprime de façon un peu technique en modulant les règles de dotation et de reprise de la provision pour participation aux bénéfices. Il s'agit purement et simplement de donner à l'assureur, aux assureurs, une certaine directive sur le rendement des fonds en euros. Pourquoi on arrive à cette situation aujourd'hui? C'est parce que depuis plusieurs années maintenant, le régulateur, notamment le gouverneur de la Banque de France, insiste auprès des assureurs pour dire vous ne baissez pas suffisamment les fonds en euros. Et pourquoi les assureurs ne le font pas? Parce qu'ils ont un problème commercial. C'est difficile de faire baisser le rendement d'un produit d'épargne. Et donc ils ne sont pas corrélés au prix du marché et donc il y a un risque. Et c'est contre ce risque qu'essaye d'intervenir le gouvernement, peut-être de façon maladroite. Donc. C'est probablement maladroit, c'est probablement agiter le chiffon rouge, c'est probablement faire peur à l'épargnant pour de fausses raisons. Qu'est-ce qu'en pensent les assureurs? Les assureurs, certains sont extrêmement fâchés et c'est intéressant de voir ceux qui luttent de façon avec la voix la plus forte sur la place, notamment une célèbre association d'investisseurs qui trust une grosse partie des fonds en euros en France. Pourquoi? Parce que cet assureur-là est beaucoup plus exposé encore que les autres assureurs sur les fonds en euros. Il a très peu d'unités de compte dans son stock. Et donc, lui, si demain, effectivement... Il a beaucoup à perdre. Lui, il a beaucoup à perdre dans cette situation-là. Et il est pas lui-même, il ne s'est pas prémuni contre demain une remontée forte des taux. Est-ce que vous croyez à ce scénario, malgré tout, justement, d'un état d'urgence financier mis en place? C'est tout à fait probable, si tant est qu'on se retrouve dans des situations comme en 2007, mais même en 2007, 2008, au moment de la crise des subprimes, on se souvient que certains fonds monétaires avaient été bloqués. Très peu d'autres produits d'épargne, ou aucun n'avait été concerné. Donc il faudrait vraiment qu'il y ait une forme de bombe nucléaire qui explose dans le domaine des taux pour que de telles dispositions soient prises. Mais de toute façon, il aurait fallu le prendre. Alors, finalement, on en arrive à une situation qui est celle à laquelle nous croyons depuis un certain nombre d'années, qui est de dire aux épargnants, prémunissez-vous vous-même contre ça, sortez des fonds en euros classiques, diversifiez votre patrimoine, diversifiez-le en allant sur des produits d'épargne immobilière, sur des produits, des unités de compte orientées actions, obligations, d'entreprise, pas d'État à ce stade-là. Et donc, finalement, c'est ça, la bonne manière de se prémunir contre ça, résister à sa peur, c'est suivre ce que disent un certain nombre de conseillers en gestion de patrimoine. Prenez votre destin financier en main. Finalement, c'est la philosophie de cette émission et de votre métier. N'attendez pas qu'il soit trop tard ou que des mesures d'urgence soient indispensables. Coercitives, dirigistes soient prises, voire collectivistes. Bon, en effet, on ne se refait pas. C'est la même idéologie finalement qui gouverne ces décisions. Oui, c'est vrai, mais en même temps, lorsqu'on regarde un peu comment le processus législatif a avancé sur le sujet, les députés de l'opposition n'ont pas été très vindicatifs et n'ont pas été très entreprenants pour essayer de redresser un peu la barre. Donc ils disent que peut-être c'est un problème qu'ils n'auront pas à adresser. C'est un problème qu'ils n'auront pas à gérer, mais tant mieux finalement pour eux que le gouvernement actuel, si tant est qu'il y ait de l'alternance dans 6 mois, ait pris cette direction-là, mais de toute façon, ils auraient été obligés probablement de prendre le même genre de décision. Maintenant, c'est pas finalement probablement la meilleure manière de procéder. En fait, vous ne contestez pas tellement la mesure technique, mais c'est plus l'emballage. Voilà, la mesure en termes de pédagogie est peut-être malvenue, mais cette pédagogie doit être réalisée. On est dans ce contexte-là maintenant depuis un certain nombre d'années. Le transfert des plus-values, des contrats d'assurance vie, des fonds en euros vers les fonds euro croissance, qui était aussi une disposition qui avait pour ambition de faire en sorte de casser. Le gouvernement veut, et les assureurs aussi, ils veulent se désintoxiquer des fonds en euros. Il y a trop d'épargne en France
concentré sur ce type de produit, qui est une particularité proprement, totalement française. Et il faut en sortir. Et pour le bien de l'épargnant, il faut s'en désintoxiquer de toute façon. Avec un paradoxe, c'est que c'est ça qui finance aussi les déficits publics. C'était le cas, maintenant c'est un peu moins le cas. C'est peut-être pour ça qu'aujourd'hui le gouvernement appuie sur le bouton. Pourquoi c'est moins le cas ? Parce qu'aujourd'hui elle se finance auprès de la BCE dans des conditions bien plus intéressantes. Et donc finalement elle est beaucoup moins tenue par la dette. Ouais. Qui était financé jusqu'à présent par les contrats d'assurance vie et par l'épargne française. C'est open bar la BCE. Merci Vincent Avec plaisir. pour ces explications. C'est toujours aussi passionnant. On se retrouve très bientôt pour suivre tout cela. Et tout de suite, on va passer à la dernière séquence de cette émission consacrée au secteur bancaire. Parlons placement, troisième et dernière séquence en compagnie de David Benamou qui est responsable des investissements chez Axiom Alternative Investment. Bonjour. Bonjour. Merci de nous accompagner. On va parler ensemble des banques, un secteur que vous connaissez bien. Vous avez monté ce fonds un petit peu autour, cette société de gestion, un petit peu autour de cette expertise. Est-ce que vous pouvez nous présenter Axiom en quelques mots ? Oui, tout à fait. Alors, Axiom est une société de gestion indépendante qui a été créée en 2009 et qui est spécialisée sur le secteur bancaire et financier. Donc, on regarde les banques et les compagnies d'assurance. C'était courageux en 2009 de lancer un fonds autour de cette thématique. Très courageux. Inconscient, on pourrait dire, j'imagine. On les a pris pour des animaux bizarres à l'époque, mais une des raisons fondamentales, c'est que nous venons de la banque, nous avions bien connu les banques de l'intérieur, les fondateurs d'Axiom, et ce qui nous semblait très très fort en 2009, c'est on se rendait compte à quel point il y avait une méconnaissance de la part des investisseurs du secteur bancaire, et puis les valorisations étaient extrêmement basses. Et vous n'intervenez pas que sur les actions bancaires, hein. Il y a aussi toute la dette dans les banques qui sont des occasions et des opportunités de placement parfois intéressantes. Tout à fait, on a même commencé par les obligations bancaires, les obligations subordonnées émises par les banques pour ensuite, quelques années plus tard, faire les actions. Alors, parce que moi je rencontre pas mal de financiers, d'investisseurs et beaucoup se pincent le nez quand on parle du secteur bancaire. Et on ne peut pas leur donner complètement tort quand on voit les déboires de Deutsche Bank, les craintes sur le système bancaire italien. Qu'est-ce qui vous fait que vous dites qu'il y a quand même des opportunités à saisir ? Alors, d'abord, ce qu'il faut dire, c'est que les banques, le secteur bancaire vit un désamour depuis 2009 qui n'a plus de raison d'être aujourd'hui. On a toujours cette aversion très très forte aux banques de la part des investisseurs pour des raisons de risque. Les investisseurs ont l'impression que les banques sont encore très risquées, ce qui est faux. Qu'on ne sait pas ce qu'il y a dans leur bilan. Voilà, qu'on ne sait pas ce qu'il y a dans leur bilan, tout ce genre de choses qu'on entendait en fait en 2008. Et vous nous dites que ce n'est pas le cas. Mais toutes ces années après, maintenant c'est fini, si vous voulez. Les banques se sont massivement recapitalisées, elles ont plus que doublé leurs fonds propres. La réglementation qu'on appelle BAL 3, qui est intervenue après la crise de 2008, a profondément réformé les banques, qui fait qu'elles sont aujourd'hui devenues des utilities en quelque sorte, des utilités. Elles ont une capacité à prendre des risques qui est extrêmement faible, et surtout elles sont redevenues rentables. Et pourtant, il y a banque et banque. Mario Draghi lui-même explique qu'il y a trop de banques, sans doute, dans la zone euro, et que c'est un problème, et qu'en effet, on ne peut peut-être pas comparer BNP Paribas avec une petite banque du Bade-Württemberg. Alors il y a banque et effectivement c'est une très bonne question. Est-ce qu'il y a trop de banques dans la zone euro? Alors c'est pas vrai en général dans la zone euro, mais vous avez des zones typiquement qui sont encore surbancarisées, et comme par hasard c'est celle où on voit les problèmes. Donc l'Allemagne typiquement, il y a... C'est étonnant quand même, cette économie florissante, l'Allemagne qui donne des leçons à la terre entière et qui a des problèmes avec ses banques. Tout à fait, mais vous avez une surbancarisation de l'Allemagne qui est très claire. Il y a une banque pour 42 000 habitants en Allemagne. Et donc ça fragilise les acteurs. Ça fragilise les acteurs. C'est cette économie fédérale finalement qui est très disséminée et qui fait qu'il y a peu d'acteurs centralisés comme en France puissants. Tout à fait. Vous avez trop d'acteurs avec une part de marché moyenne qui est beaucoup plus faible, qui est de l'ordre de 25% contre 45% en France. Donc vous voyez la différence est considérable. C'est le même problème en Italie? Exactement. Atomisation. Exactement. Atomisation avec aussi un secteur bancaire qui était essentiellement local et domestique et donc qui était forcé de se réformer après la crise de 2008. Donc en fait, les problèmes qu'on retrouve en Italie et en Allemagne aujourd'hui, c'est tout simplement une obligation d'agir pour tous ces secteurs qui ont tardé, qui sont encore trop prolifiques en nombre de banques.
Malgré tout, les banques ont quand même un problème, c'est celui des taux d'intérêt, avec cette courbe très plate des taux d'intérêt, parce que le métier de banquier, on le rappelle, c'est convertir du court terme en long terme, le faire travailler. Quand les taux sont plats, c'est plus compliqué. Alors, il y a deux choses à dire et une perspective à donner. La première, c'est que les taux d'intérêt négatifs dans l'absolu sont pas un problème absolu pour les banques. Ça obère en fait leur profitabilité, mais on a de nombreux cas en Europe. Elles peuvent gagner de l'argent même avec des taux négatifs. Mais elles gagnent aujourd'hui de l'argent. Le retour sur fonds propres moyen du secteur bancaire européen, c'est 8%. Donc voilà, donc elles en gagnent. Comment et elles font alors ? Pas misérable. C'est très simple, en se refinançant moins cher qu'elle ne prête, c'est aussi simple que ça. C'est toujours le delta qui compte. Alors. C'est toujours le delta qui compte. Et lorsque, vous savez, la BCE aujourd'hui, vous pouvez vous financer à la BCE à moins 40 centimes. Et sur les marchés, pour les banques en fait, qui ont une structure de financement où il n'y a pas beaucoup de dépôts, par exemple, elles peuvent se financer encore moins cher. Donc c'est ça qui compte. Et il y a des exemples de rentabilité très fortes dans des zones de taux d'intérêt négatif. La Suède, c'est un retour sur fonds propres de 14%. Évidemment, ce sont des zones où la pente est la plus forte. Bon, donc on comprend votre discours sur l'intérêt que peuvent susciter ce secteur bancaire. Une remontée des taux, brutale ou pas, comme on l'a évoqué en première partie avec Jonathan, est-ce que ça serait plutôt porteur ? C'est évidemment positif pour le secteur bancaire. Vous y croyez d'ailleurs à cette remontée des taux ? Il y a quelque chose qui est clair depuis le mois de septembre, c'est qu'on pense qu'il y a une vraie capitulation de la Banque centrale japonaise qui pratique les taux négatifs, voire à zéro depuis maintenant 30 ans. Et là, elle dit stop, j'arrête. Là, alors, elle n'a pas dit stop, j'arrête, mais elle a introduit un nouveau concept de repentification, entre guillemets, de la courbe des taux, qui signifie très clairement qu'elle va faire en sorte que les taux longs soient plus hauts. Comment est-ce que vous jouez ce secteur ? Parce qu'on a vu, il y a différentes choses. Est-ce que c'est au travers du crédit, au travers de l'equity ? Est-ce que c'est au travers... on a vu qu'il y a des zones géographiques. Est-ce que vous allez quand même investir dans des banques allemandes ou italiennes ? Alors ça dépend, et ça dépend surtout des instruments. Donc vous pouvez aujourd'hui investir vraiment sur les deux univers, sur l'univers qu'on appelle fixed income, c'est-à-dire acheter des obligations, et vous pouvez avoir aujourd'hui des taux d'intérêt qui oscillent entre 3 et 7%, parfois même un petit peu plus, sur des banques qui vont être de bonne qualité dans la zone euro. Alors pourquoi ? Parce que vous avez encore cette espèce d'aversion au risque des investisseurs qui fait qu'on se méfie encore des banques parce qu'elles sont très compliquées, c'est réglementé, ça paraît assez obscur. Donc on est encore dans cette phase-là de méfiance. Avec un bon rendement. Exactement. Chose qu'on avait sur le corporate bond, sur les obligations d'entreprise il y a un moment et qui s'était un peu dégonflé. Tout à fait. Donc ça reste dans le secteur bancaire. Ça reste dans le secteur bancaire. Il faut dire ce qui a énormément, je dirais, serré les rendements sur le secteur corporate, c'est la politique quantitative de la BCE, la politique non conventionnelle de la BCE, qui consiste à racheter massivement des obligations aussi du secteur privé. Donc on peut jouer en effet sur ce marché obligataire. Voilà. Et vous faites des fonds spécialisés donc, sur les obligations bancaires ? Tout à fait. On a des fonds spécialisés sur les obligations bancaires, dont un qui s'appelle... Donc 100% investis dans des obligations bancaires, il n'y a pas d'Air Liquide ou de Schneider dedans ? Non, tout à fait. On a vraiment des fonds spécialisés sur le secteur, dont un qui s'appelle Axiom Obligataire, et qui est vraiment 100% dédié aux obligations du secteur financier, banque et assurance. Et il y a le pendant en equity, Exactement. En action. Alors, en action, c'est pareil, c'est le désamour qu'on voit pour les banques est très très marqué, peut-être beaucoup plus en fait sur les actions. Nous pensons que 2016 est vraiment une année charnière où les valorisations sont aujourd'hui tellement basses. Une banque, ça se valorise à peu près 66% de ses fonds propres, c'est-à-dire que ça vaut moins cher que ses fonds propres, alors que, encore une fois, le secteur bancaire est profitable. Et ce qu'on pense, c'est que cette situation ne perdurera pas et que les investisseurs commenceront vraiment à accepter le fait que les banques ont changé, qu'elles sont moins risquées, et surtout, le déclencheur pour nous, c'est les taux. Voilà, c'est ça. J'allais vous demander quel va être le catalyseur qui va permettre aux investisseurs d'ouvrir les yeux. Ça va être les taux. Dès que les taux vont repartir à la hausse, s'ils repartent, ça devrait relancer la machine. Tout à fait. Il y a déjà une première chose qui est vraiment le changement de perspective que donnera la BCE. Voilà. Oui, parce que quand on parle de taux, vous parlez de la remontée, par exemple, de la Fed qui est anticipée pour la fin de l'année ou plus Non, proche c'est plutôt la zone euro. Ce qui va intéresser essentiellement les banques européennes, c'est
c'est la pente des taux dans la zone euro. Et donc, de ce point de vue-là, la décision de la Banque centrale du Japon est très très éclairante parce que c'est vraiment, je ne vais pas dire que c'est le mentor en fait de la BCE, mais c'est le vrai exemple de pilotage de politique de taux zéro depuis 30 ans. Donc le fait qu'elle change et qu'elle capitule en quelque sorte va mettre une grosse pression sur Mario Draghi. Oui, et d'ailleurs il commence à le dire un peu dans ses discours, et beaucoup pensent que l'Europe est en voie de japonisation, donc c'est sûr qu'ils doivent regarder ce qui se fait là-bas. Tout à fait. En termes, et ce sera une des dernières questions, David Benhamou, de répartition des actions que vous aimez bien dans ce fonds bancaire, d'un point de vue action, on peut mettre des grosses pincées de quel type de banque? Alors, on est en France, donc on peut mettre une grosse pincée de BNP, qui est une banque absolument remarquable, modèle diversifié, et qui est pour nous une des meilleures banques en Europe, les plus solides et qui seront probablement les plus performantes au cours des prochaines années. Ouais. Si vous allez dans un pays, je dirais, plus risqué aujourd'hui, qui fait en tout cas donnez-nous des opportunités plus... Banca Intesa en Italie, c'est une banque absolument remarquable. C'est une banque qui a augmenté de 100% son dividende l'année dernière. Vous êtes sur des rendements de dividendes qui sont de plus de 6% aujourd'hui sur Intesa. Voilà, c'est une banque qui n'a pas de banque d'investissement, donc avec très peu de risques, plutôt de la gestion de fortune, de l'asset management et de la banque retail. Voilà, donc ça c'est absolument remarquable. Si on passe l'Allemagne, parce que alors c'est très difficile de faire des choses en Allemagne, hein. Deutsche Bank, il faut pas y aller aujourd'hui. Ouais. Non pas que Deutsche Bank va faire faillite, mais Deutsche Bank est une banque qui est en pleine restructuration, et donc pour l'actionnaire, ce sera très très difficile de gagner de l'argent avant quelques années. Donc ça n'a pas d'intérêt en termes d'investissement actionnarial. En revanche, si on reste dans la zone germanique, Erste Bank, qui est une banque autrichienne remarquable, la première banque en Autriche, c'est 10% de retour sur fonds propres. C'est une banque qui croît son book de prêt de plus de 2% par an. Voilà, ça c'est des banques qui sont vraiment très intéressantes. Bon, bah voilà, le message est passé. Il ne faut pas acheter les banques avec l'eau du bain, hein. Il y a aussi des choses à faire dans le secteur, et surtout quand on le connaît bien comme vous, David Benhamou. Merci beaucoup pour ces éclairages. Je rappelle que vous êtes responsable des investissements chez Axiom Alternative Investment. Merci. À bientôt.